Ok. Alors, voilà, regardez autour, il y a certaines menaces de droite, de gauche, on va voir. Si la pluie arrive, on arrête et rentrons à la basilique pour terminer. Voilà, on est libre. Voilà, c'est ça que je voudrais présenter avec Frère Alain, le message de la Salette. D'abord, un peu la connaissance des villages. Nous sommes le 19 septembre 1846. Un village inconnu, le village de la Salette se situe aux confins des appartements des Isères et des Hautes-Alpes, sur le dernier contrefort du massif du Pelvoux. Au nord, la masse du Gargas. À l'est, la longue crête du Chameau, voilà notre gauche, culmine à plus de 2200 mètres et forme avec le mont environnant une vaste cuvette. Dans les plis inférieurs s'éparpille la douzaine de hameaux qui forment la commune de La Salette-Falavaux. Pour accéder à ce village, vous avez quitté la route Napoléon à Corps et vous avez emprunté une route de montagne qui remonte les gorges de la Césia et vous êtes arrivé ici. Au milieu du 19e siècle, cette route n'était qu'un chemin muletier. En ce temps-là, de 600 paysans peuplaient ces hameaux. Ils vivaient pauvrement, repliés sur eux-mêmes dans cette vallée fermée, se préoccupant fort peu de ce qui se passe ailleurs, subissant durement toutes les répercussions des mauvaises récoltes et des épidémies. Dans cette paroisse, un curé exerçait son ministère sans grand succès. Peu de fidèles le dimanche à la messe. On y venait par tradition ou par routine. C'est à ces rues de montagnards, à eux d'abord, avec leurs soucis et leur infidélité, que la Vierge adressera son message. Il en sera fortement marqué. Aussi, nous appartient-il de faire aujourd'hui les transpositions nécessaires. Deux enfants seront les témoins de l'apparition de la Vierge à la Salette. Maximin Giraud et Mélanie Calvat, deux pauvres, mais aussi des esprits sans détour et de cœurs simples. Maximin Giraud habite à Corps, chez son père, charron de son métier. Il n'a que 17 mois quand sa mère meurt. Le charron s'est remarié. Maximin va pousser vaille que vaille. Insouciant, il passe le plus clair de son temps avec sa chèvre et son chien à courir le chemin. Ils seront tous les deux au moment d'apparition avec Maximin avec son chien. L'école n'est pas obligatoire, il ne la fréquente donc pas. Le catéchisme non plus d'ailleurs. Maximin parle patois, comme tous les gens de Corps, un patois occitan. Il n'a glané que quelques mots de français en circulant dans les rues du village. Parmi les charretiers et les voyageurs au relais des patages et des diligences, il a 11 ans. Mélanie Calvat aura bientôt 15 ans, mais ne les paraît pas. Elle est aussi de Corps. Son père est sieur de Longue, mais n'hésite pas à faire d'autres travaux, car la famille est nombreuse. De 1827 à 1844, 9 enfants sont nés chez les Calvat. Mélanie est la 4e. Elle a été placée comme berger dans les fermes des environs avant même qu'elle ait atteint ses 10 ans. Au printemps 1846, elle était en service dans la famille Prat aux Ablandins, un des hameaux de la Salette. Cette existence hors de son foyer l'a rendue chétive et renfermée. Elle non plus ne sait ni lire ni
écrire. Comme elle n'a pas fréquenté le catéchisme, Monsieur le curé de corps n'a pu l'admettre à la première communion. Les deux enfants ne se connaissent pas, Mélanie ne venant à corps que rarement à la mauvaise saison. À mi-septembre 1846, un paysan des Ablandais, Pierre Selme, a son berger malade. Il descend d'accord chez son ami le charron Giraud. « Prête-moi ton Maximin pour quelques jours. » Mais même berger, il est bien trop étourdi pour ça. On discute, on transige, et le 14 septembre, voici le jeune Maximin aux Ablandins. Le 17, il aperçoit Mélanie dans le village. Le 18, ils vont garder leurs troupeaux sur les terrains communaux au mont sous les Besses. Le Planon, c'est la montagne derrière avec la croix. Après midi, Maximin cherche à lier conversation. Mélanie n'y tient pas. Ils se découvrent cependant un point commun. Tous deux sont de corps. Alors, on échange quelques mots, on décide de venir garder ensemble demain au même endroit. Le samedi 19 septembre 1846, donc, les enfants gravissent la montagne durant la matinée, chacun poussant son troupeau de 4 vaches, avec un plus pour Maximin, sa chèvre et son chien. Le soleil resplendit sur les alpages quand sonne l'Angelus. Tout en bas, au clocher du village, les bergers mènent leurs vaches vers la fontaine des bêtes, une petite mare formée par les ruisseaux qui dévalent le vallon de la Césia. Elle se trouve quelques mètres au mont du pont par lequel on accède aujourd'hui du pèlerinage. Puis il les chasse vers une prairie, le Chaumoir, sur les pentes du Gargat, là où serpente l'actuel chemin de procession. Il fait chaud, les bêtes se mettent à ruminer, Maxime et Mélanie remontent le vallon jusqu'à la fontaine des hommes, sur la rive gauche du ruisseau. Cette source n'est plus visible, elle a été captée pour les besoins du pèlerinage. Elle se trouvait une dizaine de mètres en montant de la statue de la Vierge en plaire. Près de la fontaine, les enfants prennent leur repas, du pain avec un morceau de thon. Deux garçons d'une fille qui garde le plus bas dans les combes viennent à la fontaine et l'on fait un brin de Cosette. Après leur départ, Maxime et Mélanie descendent de quelques pas et franchissent le ruisseau. Il y a là des pierres empilées. Tout près des creux vides et secs d'une source tarie, qui ne coule qu'à la fonte des neiges ou après des pluies abondantes, c'est la petite fontaine. Le surlendemain, on constatera qu'elle s'est remise à couler et depuis, elle n'est jamais cessée. Maintenant, c'est la source tout près de la Vierge en plaire. Alors, à proximité de la petite fontaine, les deux enfants s'entendent sur l'herbe, étendent sur l'herbe une demi-heure, 3-4 heures ou plus, qui sait. Brusquement, Mélanie se réveille et secoue Maximin. « Maman, viens vite, que nous allions voir nos vaches. » Il ne sait pas où elles sont. Du fond du vallon, il ne voit pas en effet la prairie où ils les l'ont laissée. Rapidement, il remonte la pente opposée au Gargas vers l'actuel parvis de la basilique. Se retournant, il s'aperçoit toute la page, leurs vaches n'ont pas bougé du chaumoir. Elles sont là, ruminant tranquillement. Les enfants sont rassurés. Mélanie commence à redescendre vers la fontaine pour récupérer son petit sac à provisions avant de faire souper le troupeau. À mi-pente, elle s'immobilise, figée de peur. Maman, regarde voir, là-bas, une clarté. Où est-elle? Crut le garçon en rejoignant la bergère. Au lieu de l'apparition, des statues représentent les enfants au flanc du vallon dans ce premier temps de leur vision.
C'est là, entre la Vierge d'Assomption et la Vierge en pleurs. À l'endroit où ils sont dormis, un globe de feu, comme si le soleil était tombé là. La lumière tourbillonne, s'agrandit, s'en trouve, une femme y apparaît, assise, la tête dans les mains, le coude sur les genoux, dans une attitude de profonde tristesse. Pour l'instant, Mélanie, effrayée, laisse tomber son bâton de bergère. Maximin ne pense qu'à se défendre. « Garde ton bâton, va, moi je garde le mien. Je lui en donne un bon coup s'il nous fait quelque chose. » Même lorsqu'elle leur aura parlé, les enfants n'identifieront pas leur visiteuse. Ils l'appelleront simplement la belle dame. La belle dame se lève et elle leur dit en français. Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. Toute peur disparaît. Maximin est rassuré, attiré, sa voix était comme musique, ont-ils dit. Il dévale... Il y a des textes qui m'ont cassé. La belle dame inconnue parle aux deux bergers. Nous buvions ces paroles, diront-ils. Elle a pleuré tout le temps qu'elle nous a parlé. Écoutons les paroles de Marie telles que les enfants nous les ont transmises. Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis le maintenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de le prier sans cesse. Et pour vous autres, vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder. C'est ça qui apesait tant le bras de mon fils. Et aussi ceux qui mènent les charrettes ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les 2 choses qui apesantissent tant le bras de mon fils. Si la récolte se gâte, ce n'est rien que pour vous autres. Je vous l'ai fait voir l'an passé par les pommes de terre. Vous n'en avez pas fait cas. C'est au contraire, quand vous trouviez des pommes de terre gâtées, vous juriez, vous mettiez le nom de mon fils au milieu. Elles vont continuer, et cette année, pour la Noël, il n'y en aura plus. Le mot pomme de terre intrigue Mélanie. En patois, on dit la stroufas. Et le mot pomme n'évoque pour elle que le fruit du pommier. Elle se tourne donc vers Maximin pour lui demander une explication. Mais la belle dame la prévient. Vous ne comprenez pas, mes enfants? Je m'en vais vous le dire autrement. Si la récolta se gasta, et rien que pour vous autres, vous aviez à être ferme, l'an passa par les coufas. La belle dame poursuit son discours en patois de corps. Si à va de blas, si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront, et ce qui viendra tombera en poussière quand on le battra. Il viendra une grande famine. Avant que la famine vienne, les enfants au-dessous de 7 ans prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes qui les tiendront. Les autres feront pénitence par la famine,
les noix deviendront vides, les raisins pourriront. Soudain, la belle dame continue de parler, mais seul Maximin l'entend. Mélanie voit remuer ses lèvres, mais ne l'entend pas. Quelques instants plus tard, Mélanie à son tour peut l'écouter tandis que Maximin, qui n'attend plus rien, s'amuse avec son chapeau et du bout de son bâton pousse devant lui de petites pierres. La belle dame a parlé en secret à chacun d'eux. Et de nouveau, tous deux ensemble saisissent ces paroles. S'ils se convertissent, les pierres et les rochers deviendront des monceaux de blé, et les pommes de terre seront ensemencées par les terres. Faites-vous bien votre prière, mes enfants? Pas guère, madame, à vous les deux bergers. Ah, mes enfants, il faut bien la faire, soir et matin. Ne diriez-vous qu'à notre Père et un « Je vous salue ». Quand vous pourrez mieux faire, dites-en davantage. L'été, il ne va que quelques femmes un peu âgées à la messe. Les autres travaillent le dimanche tout l'été. L'hiver, quand ils ne savent que faire, ils ne vont à la messe que pour se moquer de la religion. Le carême, ils vont à la boucherie comme les chiens. N'avez-vous point vu du blé gâté, mes enfants? Non, madame, répondit-il. Mais vous, Maximin, mon enfant, vous devez bien en avoir vu une fois au coin, avec votre père. Le maître du champ dit à votre père d'aller voir son blé gâté. Vous y êtes allé, vous avez pris 2 ou 3 épis de blé dans vos mains, vous les avez froissés, et tout tomba en poussière. En vous en retournant, quand vous n'étiez qu'à une demi-heure loin de Corps, votre père vous donna un morceau de pain en vous disant « Tiens, mon enfant, mange encore du pain cette année, car je ne sais pas qui va en manger l'an qui vient si le blé continue comme ça. » Oh oui, madame, répond Maximin, je m'en souviens maintenant. Tout à l'heure, je ne m'en souvenais pas. Et la belle dame de conclure, non en patois, mais en français. Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. Puis, elle s'avance, les enfants lui laissent le passage. D'un pas, elle franchit le ruisseau, et sans se retourner, elle insiste. Allons, mes enfants, faites-le bien passer à tout mon peuple. Tout est dit. La Vierge gravit un radillon sinueux qui monte du fond du vallon vers les Colettes, le petit col, sur ses tracés délimités par des chênes, érigeait un chemin de croix, comme les indiquent les croix blanches. Parvenue au sommet, la belle dame s'élève à la hauteur d'1,50 m environ. Les enfants qui l'ont suivie la rejoignent. Elle regarde vers le ciel, puis vers la terre. Tournée vers le sud-est, elle fond dans la lumière. Lentement disparaissent la tête, les épaules, le reste du corps. Maximin, n'apercevant que plus qu'une rose au plus de la belle dame, essayait de la saisir, sa main se referme vide. Voilà comment il est présenté avec le bras tendu. La clarté disparut. Mélanie hasarde une réflexion. C'était peut-être une grande sainte. Si nous l'avions su, répond Maximin, nous lui aurions dit de nous mener avec elle. Les enfants n'ont pas identifié celle qu'ils ont rencontrée sur la montagne. Voilà, c'est le récit d'apparition. Après, il y a tout, si on peut dire, rumeur au village, grâce aux enfants, qui avec ses faiblesses, ses limites, mais avec le courage qu'ils ont reçu pour accomplir cette mission, ils ont commencé à raconter. Le pape François nous a dit une fois
qu'il faut, à propos de l'évangélisation, il faut faire des bagarres, non, dans ce sens, faire une rumeur. Alors les enfants de la Salette, ils ont fait ça. Et grâce à leur courage, ce message est arrivé jusqu'à nous. Merci. Et maintenant, frère Alain, à disposition, non, s'il y a quelque chose que vous voulez approfondir ou parler. On remercie Dieu qu'il était patient avec nous, de gauche, de droite, mais nous sommes à bon endroit. Merci. De toute façon, c'est pas grave, hein, c'est l'eau de la Salette, même si elle vient du ciel. Alors je suis à votre disposition, s'il y a des questions supplémentaires qui vous tracassent ou autres. Je suis là, je reste par ici, donc n'hésitez pas à me rencontrer pour poser vos questions. Voilà. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une bonne fin d'après-midi. Merci. Auditeurs de Radio Espérance, nous venons d'entendre le récit de l'apparition de Notre-Dame de la Salette à Mélanie et Maximin il y a 174 ans aujourd'hui.